comme je vous l'expliquais, il y a du présentiel. Je vous remercie de votre présence. Et il y a aussi des gens qui sont sur Teams. Donc, pour les gens qui sont sur Teams, il vaut mieux que les micros soient coupés pour des questions de flux. Et éventuellement, vous pouvez vous poser vos questions avec le chat qui est dans la barre de droite de l'outil Teams. Le webinaire est enregistré, donc logiquement, on doit pouvoir vous envoyer un lien pour le replay du webinaire. Et pour les gens intéressés, je leur mettrai à disposition le PowerPoint, parce que vous allez voir que je vais le balayer. Je fais une première approche assez large des outils numériques et il y a un peu de chiffres. Donc, ce n'est pas la peine de les prendre en note, vous y aurez accès. À la fin du webinaire, il y a un petit questionnaire de satisfaction qui sont sur les chaises. Je vous remercie d'avance de les compléter. Ça nous permet d'améliorer nos interventions. Donc je vais partir, je vais rentrer vite dans le vif du sujet. Donc c'est le baromètre France NUM qui n'est autre que le fer de lance du plan France Relance du gouvernement, notamment sur le numérique. Donc le baromètre est fait tous les ans. Donc celui-là, il est tout récent, il date de septembre. Donc logiquement, si les gens ont bien répondu, donc vous avez la typologie d'entreprise, c'est surtout des TPE et PME de 0 à 250 salariés qui ont répondu, et ça mesure une évolution entre 2021 et 2022, en sachant que ce baromètre paraît tous les ans. Donc à l'heure actuelle, au mois de septembre, 81% des chefs d'entreprise considèrent que le numérique est un bénéfice pour l'entreprise. 71% ont des compétences dans le numérique, donc si on divise à peu près 40% en interne, 31% via des prestataires, c'est-à-dire que je vous expliquerai que de temps en temps, il vaut mieux faire appel à des prestataires quand on n'a pas la maîtrise de l'outil numérique. Il y a des craintes. Alors, c'est un sujet qui est bien particulier. 44% des chefs d'entreprise ont peur de perdre leurs données ou de se faire pirater. C'est à peu près stable d'une année sur l'autre, en sachant que 81% ont un outil de cybersécurité. Donc, en principe, un antivirus. Alors, à faire très attention, parce que l'antivirus nécessite des mises à jour. J'accompagne quelques entreprises où les gens payent une licence et les mises à jour ne sont pas faites, donc il n'y a pas forcément de protection qui sont sur leur matériel informatique. Pour les points négatifs, on a 23% des chefs d'entreprise qui considèrent que le numérique nuit à leur relation avec les clients et éventuellement avec leurs employés. Pour 19%, il leur fait perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Un petit rappel sur la communication, c'est un axe principal de la transition numérique. 86% des chefs d'entreprise ont une solution de visibilité en ligne. Ça peut être un site internet, mais ça peut être de la présence sur les réseaux sociaux. Il y a plein de possibilités. Néanmoins, il y en a 15% des chefs d'entreprise qui n'ont pas de site internet, qui ne sont pas présents sur la communication numérique. C'est plus dans l'agriculture et les activités financières, mais on a aussi des exemples de commerçants, par exemple, qui ne sont pas présents, ne serait-ce que dans une fiche Google. Si on pousse l'analyse un peu loin, on a quand même un taux d'équipement qui est relativement important. Il y a 85% des chefs d'entreprise qui ont un outil de gestion. Donc l'outil de gestion, ça peut être un outil d'encaissement, ça peut être un outil de gestion de stock, de gestion client, etc. Donc il y a quand même un taux d'équipement qui est relativement important. Gestion comptable, facturation, paiement en ligne, c'est les postes qui sont le plus représentatifs.
On tombe à 32% pour les gens qui ont des outils de relation client. On va voir pourquoi, dans le déroulé de mon intervention, ce taux est relativement faible. Une prévision pour l'année 2023, donc ça a été ce fameux interrogatoire, je veux parler comme ça, a été réalisé à partir de fin mars jusqu'au mois de juin. Donc, entre-temps, il y a eu des événements qui sont arrivés. C'était leur, entre guillemets, possibilité d'investissement ou leur volonté d'investissement pour l'année 2023. On s'aperçoit qu'il y en a pour les 2 prochaines années 67% qui ont des projets numériques. Et après, il y en a à peu près 32% qui souhaitent y consacrer aux environs de 2000 € et plus. Là-dedans, on est à 28% de gens qui vont améliorer leur équipement informatique. Là, on est sur le hardware, c'est-à-dire le matériel. Je ne parle pas de logiciel ou de logiciel en cloud. On a quand même 16% d'entreprises qui vont, du moins qui ont prévu, plus de 5000 € d'investissement à réaliser dans le numérique. Alors on va voir aussi que dans les 5000 €, il y a souvent des abonnements. Donc ça peut être de la création de contenu, ça peut être de la publicité sur Facebook par exemple, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur plein de choses. Il y a des abonnements, et je ne sais pas s'il y a des restaurateurs ou des hôteliers dans la salle. Donc il y a beaucoup d'outils de réservation en ligne où il y a des abonnements mensuels. On a une activité qui est la partie tourisme, donc hôtellerie, restauration, café, qui est quand même un peu plus en avance sur l'équipement et l'appel à des outils numériques. Donc le programme de l'intervention, je vais vous faire un résumé sur la différence entre le digital et le numérique. La transformation numérique, ça sert à quoi dans une entreprise? Ce qui est relativement important, c'est le troisième point, c'est-à-dire comment piloter la digitalisation ou la numérisation de son entreprise. Un petit rappel sur les erreurs à ne pas commettre, et Dieu sait s'il y en a. Je vous ferai une présentation des offres solutions proposées par les différentes chambres de commerce et d'industrie au sein de l'Occitanie. Et on finira par des questions-réponses en fin d'intervention. Alors, le digital et le numérique. Digital versus numérique. Le terme de numérique, ça reste du français. Le digital, c'est de l'anglais. Moi, je suis un peu gaulois dans l'âme. J'ai horreur des termes anglo-saxons. J'ai tendance à parler un peu sur des abréviations françaises. Et dans le numérique, on va dire qu'on parle souvent anglo-saxon. Le mot digital est principalement utilisé dans les secteurs de la communication et du marketing. Donc on est déjà sur une partie de la numérisation des entreprises. Je vous ai mis une petite définition d'Anthony Maté, qui est un docteur en sciences de la communication et du langage. Le numérique renvoie plutôt à la technologie, donc celle qui est manipulée par les ingénieurs ou les techniciens, tandis que le digital touche aux pratiques des utilisateurs. Donc vous êtes utilisateur au même titre que vos clients sont des utilisateurs. Juste une petite parenthèse sur la définition. Donc les termes génériques, c'est la même chose. Quand on parle de digital, de numérique, on va fondre tout ça. Définition d'une transformation digitale. La transformation digitale ou numérique désigne le processus qui consiste pour une organisation, donc ça peut être une entreprise, ça peut être une collectivité locale, ça peut être plein de choses, une association, à intégrer des technologies numériques dans l'ensemble de ses activités. Le but final est d'améliorer et le chiffre d'affaires et les bénéfices qui vont avec. C'est un processus qui est relativement vaste,
qui est complexe, qui implique, alors, nous avons dit une mutation profonde de la culture d'entreprise, c'est-à-dire que ça implique une formation de la part des chefs d'entreprise et une appétence un peu vers les outils numériques. La transformation digitale des entreprises, c'est un profond changement. Alors, j'ai un certain âge, j'ai connu le non-numérique, j'ai connu l'informatisation, le début et le démarrage de l'informatisation à partir des années 90. Et donc, effectivement, ça pourrait être considéré comme une énième révolution industrielle. On est sur des outils et ça s'accélère d'année en année. Donc, les enjeux de la transformation digitale ou numérique pour une entreprise, c'est d'améliorer effectivement la collaboration entre les équipes, c'est-à-dire la direction et les salariés, quand vous avez des salariés. La deuxième, c'est plutôt d'optimiser ses processus et sa production. Toujours pareil, pour gagner en productivité. Affiner la maîtrise des coûts, ben évidemment, on a un peu plus de données. Donc on va chercher à réduire les coûts, c'est la première économie, c'est le premier bénéfice réalisé par une entreprise. Un autre enjeu, c'est d'automatiser les tâches les plus répétitives. Donc si ça peut être fait par le numérique, tant mieux. Si vous devez les faire papier, vous allez perdre beaucoup plus de temps. Alors, je fais une première parenthèse. Quand on dit automatiser les tâches les plus répétitives, je vais prendre l'exemple d'un commerçant qui a un fichier produit et quand il y a des mises à jour de tarifs à faire, s'il doit les faire produit par produit, il va passer un temps infini. C'est très chronophage. Le but du jeu étant gentiment de le faire de manière automatique sur l'ensemble de la gamme référencée via les mises à jour des tarifs fournisseurs et de le faire globalement. Donc on s'aperçoit qu'il y a un travail en amont à faire au niveau de l'automatisation, c'est-à-dire que ça se fait pas et ça se décrète pas, ça se prépare et il y a un travail à faire qui est relativement chronophage au démarrage. Une fois que c'est mis en place, vous allez voir que ça améliore sérieusement les tâches qui sont en général rébarbatives. Ça les simplifie beaucoup. Améliorer l'exploitation des données et des connaissances, c'est-à-dire que effectivement, vous avez de la donnée qui remonte via les logiciels d'encaissement, les logiciels de gestion de stock, les logiciels de gestion de clientèle. Donc à un moment donné, il faut s'en servir. On va voir que dans la communication numérique, si vous n'avez pas un fichier client avec des adresses mail remplies et mises à jour régulièrement, vous allez taper un peu à côté de la plaque. Ça vous permet d'être plus agile, c'est-à-dire de réagir à une mutation de l'économie. Il y a des effets, il y a eu l'effet Covid, il y a l'effet guerre en Ukraine, l'effet retour sur des relocalisations. Un des enjeux principaux à l'heure actuelle, tout le monde en parle, c'est le développement de la visibilité des entreprises, donc la communication, le marketing. Dernier point, être en phase avec les attentes des clients. On va voir qu'il y a des petites choses à savoir sur le client idéal ou parfait à déterminer aussi avant une campagne de communication et avant, je dirais, de faire de la communication numérique, rentrer et utiliser des outils. Bon, pourquoi entamer une transformation digitale pour les gens qui ne l'auraient pas fait? La plupart du temps, je dirais que toutes les entreprises que je rencontre ont déjà des outils en piste où il va falloir continuer à les développer. C'est d'innover, c'est de rester compétitif et rentable. On assure la sécurité et la confidentialité. Donc il y a les règles du RGPD, par exemple, qui sont une réglementation. Il vaut mieux être au courant de ce qui se passe.
Dans certains cas, préparer la transmission de l'entreprise. Il y a des gens qui, pour raison X ou Y, n'investissent pas dans le numérique parce qu'ils se disent, eh bien, dans 5 ans, j'arrive à l'âge de la retraite et je vais vendre mon entreprise telle quelle, c'est le repreneur qui va le faire. Si vous n'avez pas de numérique, il y a de fortes chances que le repreneur il s'en aille dès la première approche. Avoir une bonne marque employeur, alors là je parle un peu plus pour les gens qui ont des salariés. Il y a des difficultés d'embauche à l'heure actuelle. Le fait d'avoir une communication et d'avoir des outils numériques permet de récupérer des gens un peu plus jeunes, de rentrer dans une démarche RSE, même si c'est un mot qui peut fâcher pour certains chefs d'entreprise, et d'avoir, je dirais, de donner envie à des salariés de venir travailler chez nous. Ça permet aussi de préserver, de développer les compétences en interne. Que vous allez faire monter, vous allez monter en compétences, vos salariés aussi. Quelques chiffres. Donc, de fin 2021, on avait 76% des entreprises, pardon, pour 76% des chefs d'entreprise, la transformation digitale est un sujet stratégique. C'est-à-dire que sans tournant vers le digital ou intégration dans l'entreprise, d'arrivée de nouveaux outils numériques, l'entreprise pouvait rencontrer quelques problèmes ou en rencontrer dans le cadre de son développement. Un des obstacles, c'est le manque apparent de compétences. Ça, moi, j'ai une vision, parce que je fais du conseil, j'étais aussi chef d'entreprise dans une autre vie. Pour moi, le numérique, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de formations. On met en place et on continue à former. On va voir, je vous ai fait un cercle vertueux. Moi, le premier, j'ai fait des erreurs aussi dans l'évolution de la numérisation de mon entreprise. Après, on a 57% des dirigeants qui attendent une croissance de leur chiffre d'affaires en investissant dans le digital. 80% d'entre eux pensent que leurs entreprises doivent se digitaliser pour pouvoir innover. Alors on est, à partir du moment où on rentre dans le numérique, on est déjà dans l'innovation. C'est un terme générique qui est employé. J'aime pas trop m'apesantir dessus. Grosso modo, à partir du moment où vous mettez un outil informatique dans votre entreprise, il faut qu'il vous rapporte quelque chose. On va parler de mesurer, d'instruments de mesure par rapport à l'outil. Un petit laïus sur la transformation digitale, redéfinition de l'organisation de l'entreprise, même si vous êtes un chef d'entreprise où il y a 0 salarié. Une révision des modèles économiques et commerciaux. Pareil. On va essayer de rester en veille et l'avantage d'avoir du numérique, c'est qu'on a de plus en plus de données et il va falloir les analyser. Monter en compétences et acculturation des collaborateurs, c'est-à-dire que si vous avez des salariés et que vous êtes formés, que vous ne les formez pas ou que vous ne les envoyez pas en formation, à un moment donné, ils auront un manque par rapport à l'évolution que vous voulez donner à votre entreprise. Deuxièmement, ils seront un peu dans le flou parce qu'ils auront un outil, ils vous verront manipuler un outil et eux, eh ben, ils vont passer devant la glace en sachant qu'ils ne pourront pas l'utiliser ou l'utiliser de manière, je dirais, avec beaucoup de problématiques. On revient sur l'analyse des attentes et les besoins futurs de ses clients. Si je fais un petit sondage, parce que j'aime bien faire des sondages, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déterminé leur client parfait? Le client type parfait. Quelle cible? Pourtant, c'est une interrogation qu'il faudrait avoir avant de lancer des communications ou d'utiliser certains outils. Je vous donne un exemple. J'ai un boulanger qui fait à peu près 40% de son chiffre d'affaires en e-commerce. Ce qui est fantastique. Prendre du pain et l'envoyer hors des
département de l'Aude. Moi, je tiens mon chapeau. Parfait. Donc, il s'est posé la question de dire je vais communiquer vis-à-vis de certains clients. J'embauche une e-marketicienne qui sortait de l'école, un bac plus 5, etc., qui lui a proposé de gentiment travailler et communiquer sur Instagram. Parce que là, moi, ça ne me gêne pas. Pas de problème, il a pris la décision. Je le rencontre et je lui pose juste une question à un moment donné. Je lui dis, mais est-ce que vous avez l'âge en tranche de vos clients? Il me regarde. Il me dit, bah non, je ne le demande jamais. Ça me gêne un peu. Instagram, la cible prioritaire, c'est la majorité, c'est une grosse majorité, ça va jusqu'à 35 ans. Or, sa clientèle, elle a 45 ans et plus, sur les premiers retours. Donc, il a fallu mettre en place, dans ces questionnaires de satisfaction, l'âge trichant, pour savoir à peu près quelles étaient les tranches d'âge de ses principaux clients. Par contre, ça lui a fait prendre 1 an de retard sur sa communication. Il s'est mis à communiquer sur Instagram, c'était prêt, c'était programmé, sauf qu'il ne touchait pas la cible principale qui était intéressée. Donc les données aussi servent à ça. Comme on dit aux gens, prenez une carte de fidélité, par exemple, si vous en mettez une en place, n'oubliez pas de demander l'adresse mail et l'âge de la personne. Tout le temps, pour des opérations commerciales, ça peut être pour fêter un anniversaire, etc. Mais c'est de la donnée pour vous qui permet de cibler, entre guillemets, la courbe de vos clients, la courbe d'âge. Ce n'est pas pour savoir si votre client principal a 62 ans ou 48 ans, ou etc. C'est pour travailler, pour mettre en place les outils qui vont vous faciliter la vie et de ne pas dépenser de l'argent sur des outils qui ne vont pas être appropriés à votre cible. C'est facile à dire, mais je peux vous dire que c'est un travail, pareil, de préparation et d'interrogation quand on n'a pas toutes ces données au démarrage. Donc la transformation digitale, c'est aussi la mise en place d'un ensemble de solutions numériques. Et bien évidemment, ça s'accompagne de nouvelles méthodes et de processus de travail. Ça serait trop beau si ça se passait, qu'il n'y avait pas de modification dans le travail que vous allez faire au quotidien. Quelques questions à se poser, c'est comment je me réorganise. C'est pas dois-je, c'est comment. Quel type d'outils je vais utiliser? Est-ce que ça vaut le coup de prendre une solution globale ou d'avoir un petit produit, un cluster, c'est-à-dire une partie de programme qui correspond à votre activité avec la possibilité, au bout de 2 ans, 3 ans, d'améliorer le logiciel vis-à-vis de votre prestataire et d'intégrer des nouveaux outils. Autre question à se poser, quelle sera la valeur de mes produits ou de mes services à l'ère du business digital et dans mon activité? Je vous pose une question, je fais un sondage. Combien il y en a parmi vous qui font des relevés de prix chez ses concurrents? Bien. Parfait. Si vous avez une solution numérique, c'est-à-dire un site de e-commerce, à votre avis, les grandes plateformes, à l'heure actuelle, font appel à des prestataires numériques. Il y a des super logiciels qui font ça. Il y a un truc qui s'appelle Price Comparator, désolé, je vous le dis en anglais, qui le fait à la seconde près. Vous avez des gens comme Leclerc qui n'envoient même plus leur personnel chez leurs concurrents. Ils préfèrent payer une société extérieure qui va rechercher tous les prix qui se trimballent sur le net. Et donc ça permet, via des solutions en magasin, c'est-à-dire les fameuses étiquettes à ultrasons, clac, de mettre à jour les prix et de ne pas être déconnant par rapport à la concurrence. Je ne vous demande pas de le faire quand vous avez des TPE, ça me paraît très compliqué et très onéreux à mettre en place, mais de temps en temps,
allez voir ce qui se passe. Je vois encore trop de commerçants rester sur des coef 4, voire 8 pour certains, et se dire, je commence à avoir des problèmes, je n'arrive plus à vendre. Ben, effectivement, si le même produit est 8 fois moins cher, ou au moins 4 fois moins cher, le consommateur, lui, va le chercher là où son portefeuille part, c'est-à-dire là où c'est le moins cher. Le but du jeu, c'est de comprendre l'attitude de son client. Évidemment, si vous avez un site marchand, ça peut être un site e-commerce, mais ça peut être du Facebook, par exemple. Vous avez des outils qui sont développés. N'oubliez pas de regarder un peu les données qui sont retranscrites. Voilà, c'est bien d'avoir une communauté, c'est mieux d'avoir des clients. Je connais des gens qui sont sur Facebook, ils ont des communautés de 7000, 8000, 10 000 personnes, voire plus pour certains. La traduction en acte d'achat, c'est moins de 1 pour 1000. Donc on peut avoir beaucoup d'amis, on va dire, de créer une grande communauté. Si ça ne se transforme pas en acte d'achat, à un moment donné, votre investissement, vous vous faites plaisir, mais il n'y a pas de retour sur investissement. J'insiste sur les feuilles de route, enfin la feuille de route opérationnelle. On va y revenir dans un deuxième temps. C'est un outil qui vous permet d'utiliser le numérique et de le mettre en place. Donc là, je vous ai mis les étapes clés d'une transformation digitale, si possible réussie. Engager la direction, si vous êtes tout seul, c'est vous engagez vous. Communiquer vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de vos clients et vos prospects. Collaborer évidemment avec vos salariés s'il y a des salariés. Ça vous permet d'acquérir de nouvelles compétences, et donc ça, j'insiste dessus, outils numériques. Si vous n'avez pas les compétences pour l'utiliser, si vous l'utilisez à 6-10% de ses capacités, vous vous êtes payé une Rolls et vous n'avez pas, entre guillemets, l'intérêt d'utiliser cette Rolls. Donc la feuille de route est un élément qui fixe les principaux objectifs, là où vous voulez aller. On met en place un processus de veille, donc ce que vous faites pour une bonne partie de l'Assemblée, choisir ses outils et ses prestataires. Vous verrez qu'on peut vous aider, et on a un outil qui sert, bon, même s'il n'est pas parfait, mais voilà, qui vous permet de trouver des prestataires informatiques. Ça vous permet d'avoir une conduite au changement, c'est-à-dire qu'on a une évolution du business à l'heure actuelle. Le numérique vous permet de prendre le bon tournant, de déployer des solutions. Des fois, c'est des solutions toutes simples qui permettent d'améliorer sérieusement le chiffre d'affaires. On n'oublie pas l'analyse, évidemment, tout ce qui peut améliorer et le fonctionnement et les relations clients. Donc là, c'est plus pour les gens qui ont des salariés. N'oubliez jamais d'intégrer vos salariés dans les process, notamment de formation, si vous leur mettez en place des outils informatiques et des outils numériques. Ça permet déjà de les rassurer. Moi, j'ai connu des gens dans mon entreprise qui étaient proches de la retraite, qui ne voulaient pas entendre parler du numérique. Quand on les a mis devant un ordinateur, au bout de 6 mois, c'était marrant, ils ne pouvaient plus s'en passer. Alors qu'ils étaient contre au départ. Le tout, c'est de les mettre en confiance, de les informer, de discuter avec eux et de leur faire de la formation. Alors, ça peut être de la formation interne, vous avez une maîtrise d'un outil particulier, de votre outil de gestion, de votre outil de caisse, tout bêtement. Voilà. Et à partir du moment où la personne maîtrise son outil, vous avez gagné et vous pouvez aller, parce qu'il y a une curiosité qui s'installe et ils vont aller au-delà plutôt qu'utiliser un outil contraint et forcé. Oubliez, donnez le droit à l'erreur aussi à vos salariés, ils peuvent se planter. L'avantage du numérique, c'est qu'on peut toujours récupérer les données. J'insiste sur la feuille de route numérique, qui, pour moi, reste un document de référence qui va poser les ambitions et la stratégie numérique de l'entreprise. Essayez de faire un plan sur 2 ans, 3 ans.
Pour les gens qui ont du matériel, à quel rythme vous le renouvelez dans l'entreprise? Ça marche. Je sais pas, je vous pose la question. S'il marche et qu'il n'y a pas mieux, on regarde. D'accord. Vous êtes sûr qu'au bout de 3, 4 ans, 5 ans, votre matériel va continuer à fonctionner de manière optimum? Si ça va, je dis. Donc, à peu près tous les 3 à 5 ans. Donc, qui dit en général changement de matériel informatique, dit changement aussi de l'outil qui continue à évoluer. On est bien d'accord qu'il y a une évolution. Moi, je suis passé du DOS à Windows. Pour certains, je suis passé de la floppy disk, donc la première disquette qui était toute souple, à une disquette rigide. On est au disque dur extérieur. Pour certains, on est sur le cloud. Donc, il y a une évolution et à chaque fois, il y a de la formation à remettre en place. C'est qu'une feuille de route dans le numérique sur 3 ans, ça évolue très vite. Mais après, vos objectifs, vous allez les tracer par rapport à des objectifs que vous voulez atteindre. C'est-à-dire soit du développement de chiffre d'affaires, soit du développement du nombre de clients, etc. On est toujours dans des objectifs qui sont éventuellement atteignables et que votre objectif soit réalisable. Et qu'est-ce qu'on met à côté en numérique pour permettre d'améliorer éventuellement mon activité? Je reprends l'exemple des alimentaires. Il y a eu la période Covid. Tout le monde avait plus ou moins entendu parler du click and collect. Et là, ça s'est accéléré. Ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Mais par contre, peut-être bien qu'en 2014-2015, pour certains qui ont une activité vraiment commerciale, on a commencé à s'interroger. On a dit, attends, on va essayer de click and collect. Ça ne veut pas dire que ça marche. Mais on a mis en place des outils. Cet outil, c'est un prestataire qui vous permet d'installer une partie de logiciel qui vous permet de le faire. Voilà. Votre matériel informatique était-il adapté à cette évolution? Ça demande un peu plus de mémoire, etc. etc. C'est dans ce sens-là qu'il y a tout un process à mettre en place, plutôt que de dire, ben voilà, là je tape, on change le matériel, on met peut-être des nouvelles parties de logiciel, ou un nouveau logiciel, ou l'évolution du logiciel, ça peut être ça aussi, ou un outil supplémentaire. En réalité, je sais que 3 ans après, les ordinateurs, ils sont out, parce que ça va continuer à évoluer. Donc les objectifs et les indicateurs, j'insiste un peu, compétitivité, croissance, innovation, rentabilité, parce que le but du jeu, c'est de gagner du chiffre d'affaires, mais de gagner de la marge, entre autres. Ça vous permet d'améliorer votre adaptabilité et votre agilité, aussi bien à l'intérieur de votre entreprise qu'à l'extérieur. C'est-à-dire, s'il y a des modifs un peu importantes du commerce ou de l'activité économique, vous allez être capable de réagir beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a pas ces données et qui n'a pas suivi cette évolution. Je reviens toujours avec les collaborateurs, ne négligez pas vos salariés non plus. Qui rappelle des objectifs SMART, donc spécifiques à l'entreprise. On a dit, grosso modo, je vois mal là, je n'ai plus le M en tête, le fait que ça soit réalisable et techniquement vérifiable. C'est-à-dire qu'à la fin, on a tout le temps le retour sur investissement à mesurer. Le but du jeu étant, j'investis, je planifie, je réalise, donc j'investis. La vérification, c'est-à-dire mon retour sur investissement et mes actions correctives. Je peux vous dire qu'au démarrage, j'ai fait ça et ça. Et je connais des gens qui ont fait que ça. Ça et ça, on passe à travers. Et donc là, la boucle, la roue, elle tourne mal. Quand vous êtes que sur 2 rayons ou qu'un. Donc pensez tout le temps à voir et à essayer de mesurer ce que ça vous a apporté, que ça soit en compétitivité, en productivité, etc.
Et évidemment, en augmentation de chiffre d'affaires, si c'est de la communication. Le but du jeu, c'est de récupérer via la communication des nouveaux clients ou d'améliorer vos clients. Quelques erreurs à ne pas commettre. Donc faire table rase de l'existant. Repartez pas à zéro. Servez-vous de ce qui existe. On a pu faire des erreurs, tout le monde en fait, donc à un moment donné, il faut qu'elles nourrissent, entre guillemets, l'évolution de votre entreprise. Confier sa transformation digitale au service informatique, ça, c'est donner le bébé à un service qui ne parle pas le même langage que vous. Si vous faites appel à un prestataire, assurez-vous que vous compreniez, il peut vous mettre des solutions qui lui paraissent parfaites et qui ne vont pas correspondre à ce que vous attendez. Des fois, il y a des problématiques de sémantique ou de langage. Ça arrive. Donc, pour les gens qui ont des salariés, ben, il faut impliquer tout le monde. C'est pas parce que vous êtes chef d'entreprise, vous avez peut-être 25 salariés, vous avez des gens qui sont très forts dans les parties numériques qui les intéressent dans l'entreprise, et vous, ça vous passe au-dessus de la tête. Pensez de temps en temps à redescendre et aller chercher de l'information et savoir un peu comment fonctionnent les outils. C'est toujours gênant de voir un chef d'entreprise quand c'est son assistante qui lui dit, ben voilà, les devis, on les fait comme ça, on peut faire ci, on peut faire là, que la personne en face n'est pas capable d'en sortir. Ça reste un chef d'entreprise. Donc, il y a de la compétence à gagner et un peu de formation. Les solutions gadgets, les gens qui vous disent vous allez faire un plus 20 en progression de chiffre d'affaires, c'est un peu gênant. Il n'y a pas de solution miracle. Être trop ambitieux, c'est pareil. De dire, voilà, je vais être le prochain Jeff Bezos français. On n'a pas le contexte économique en France pour être un Jeff Bezos et être le patron d'Amazon. Vouloir inventer la roue, ça, ou le fil à couper le beurre, ou la tour Eiffel. Vouloir tout faire en même temps, c'est pareil, quand vous développez des solutions informatiques, pensez à l'étaler dans le temps. C'est des outils supplémentaires. Si vous bloquez 3 semaines à faire que du numérique, votre métier, c'est quoi? Donc en réalité, c'est des parties et ça va s'étaler. Et moins vous avez de salariés, c'est-à-dire de personnes support informatique, plus vous allez passer de temps dessus et plus vous allez être long à mettre en place toutes ces solutions qui peuvent arriver. Conserver les bonnes vieilles habitudes, ouais, ben je ne veux pas le faire. J'ai eu des gens qui ont eu des solutions d'encaissement, qui avaient les habitudes de faire des recettes de fin de journée toutes les semaines, tous les 5-6 jours. Un ordinateur, lui, s'en fout. À la fin de la journée, vous appuyez sur le bon bouton, il y a vos recettes de fin de journée qui remontent. C'est un exemple parmi tant d'autres, je l'ai vu hein, il n'y a pas longtemps en plus. Il m'a assez désagréablement surpris. Négliger la formation, j'insiste dessus. À partir du moment où vous voulez mettre en place des solutions numériques, information, formation et déploiement. Pour les salariés, on les met dans la boucle. Mettre l'accent sur la technique. Effectivement, on va mettre le hardware en même temps que le software, c'est-à-dire qu'on va le mettre au niveau, même s'il y a une évolution, mais partez sur du matériel qui correspond au software. Voir si vous avez des projets de développement, c'est-à-dire d'intégrer de nouveaux outils informatiques, prenez quelque chose avec des capacités supérieures. Évitez de surfer sur les technologies à la mode. Vous n'aurez peut-être pas le niveau de formation et surtout le temps à être consacré. Attendez qu'il y ait la redescente du soufflet. Des fois, on a des solutions soi-disant miraculeuses et on s'aperçoit qu'une fois qu'elles sont déployées dans certaines entreprises, c'est un peu plus compliqué. J'arrive pratiquement à la fin. Donc les solutions de la CCI, on en a mis en place, alors on les a régionalisées, c'est la Chambre de commerce et d'industrie Occitanie avec les déploiements des CCI territoriales.
Donc on fait des réunions, des newsletters. N'hésitez pas à aller sur le site de CCIO en particulier. On a des outils un peu plus fins, des diagnostics digipilotes, c'est-à-dire des visions à 360 degrés sur vos besoins. On peut vous accompagner là-dessus. Certains collègues font des analyses concurrentielles de sites web. Nous, on s'arrête dans l'OD à faire des audits ou des diagnostics de sites web. On peut vous aider à la rédaction d'un cahier des charges de mise en place de sites web. On peut vous accompagner à la mise en place ou au développement de la fameuse Google My Business, le profil qui a changé de nom il y a peu. On accompagne aussi les gens sur le développement de leur page Facebook. Je parle de page pro, pas confondre votre profil et les pages. On fait du coaching digital aussi, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des gens, pour entrer sur des plateformes de demande de paiement, ça va être obligatoire, c'est déjà en cours de déploiement, mais si je vous parle d'une plateforme type Chorus, par exemple, il y a des gens qui ont des difficultés à rentrer dedans, à créer leur compte, etc. Donc le but du jeu, c'est de leur mettre, de le faire avec eux, une fois que c'est parti, ce qu'on appelle du coaching digital. Et on a aussi de la sensibilisation au RGPD, que ce soit pour les salariés des entreprises ou pour les chefs d'entreprise. On a mis en place aussi, enfin la CCIO a mis en place un outil qui s'appelle Prestat Numérique. Donc ça, Prestat Numérique, vous pouvez y aller, c'est un site gratuit. Ça référence les prestataires numériques sur toute l'Occitanie. Donc là, je vous ai fait une capture d'écran. Il suffit de rentrer, vous appuyez là, vous avez un menu déroulant avec les niveaux d'expertise. Si vous voulez faire un site web, vous verrez qu'il y a création d'un site web. La région Occitanie, vous cliquez dessus, il y a tous les départements d'Occitanie, vous êtes dans l'Aude, clac, vous cliquez sur l'Aude et vous avez tous les prestataires qui se sont inscrits sur cette plateforme qui est relayée au niveau donc, de la CCI Occitanie. Donc à ne pas négliger parce que vous avez quand même des prestataires dedans qui tiennent largement la route, qui ont de l'expérience, c'est leur métier. Alors, il y a de tout au niveau de compétences, mais grosso modo, tapez dedans, il ne doit rien avoir. À l'heure actuelle, hier, il y en avait 443 sur l'ensemble de l'Occitanie, évidemment avec des spécificités particulières, Haute-Garonne et Hérault, du fait que ça y ait des métropoles régionales, on a un peu plus de prestataires dans ces départements. Mais si vous ne les trouvez pas dans l'Aude, pensez à élargir votre recherche. Donc ça, c'est un outil très simple d'utilisation. Vous y avez accès, c'est gratuit. Et si vous avez un prestataire que vous connaissez qui n'est pas inscrit sur Prestat Numérique, il y a une possibilité de s'inscrire dessus. Le diagnostic DigiPilote, c'est une analyse à 360 degrés de l'intégration numérique, c'est-à-dire du votre déploiement numérique. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un bilan, comme en comptabilité. C'est une image à un instant T de là où vous en êtes au niveau du numérique et où vous voulez aller. On en a fait à peu près 600 l'année dernière sur l'ensemble de l'Occitanie. On a des gens où on a levé, effectivement, certaines problématiques. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient 2 sites Internet. Pourquoi 2 sites? Donc, des pages Facebook pas alimentées depuis 3 ans. Donc, quand vos clients veulent, entre guillemets, aller voir ce qui se passe chez vous, c'est un peu gênant déjà de vous trouver sur des sites qui sont, je vais dire, à l'abandon, ou sur des parutions ou des comptes Facebook, par exemple, qui ne sont pas alimentés, où vous avez les dernières parutions qui datent de 2019. C'est un peu gênant. L'audit de site web, c'est un petit outil qu'on a. Alors moi, j'appelle ça plutôt un diagnostic. Ça permet de voir les points faibles. Et là, on rentre vraiment dans la technique sur
le SEO notamment, c'est-à-dire la partie référencement. Après, il y a plusieurs thèmes à analyser, la valorisation de l'offre, les services sur le web pour les clients, le graphisme, donc le référencement naturel ou payant, et la présence sur les réseaux sociaux, qui est souvent liée. Donc, je reviens sur le attirer plus de clients avec Google My Business. Ça reste quelque chose qui est négligé pour la plupart des entrepreneurs à l'heure actuelle. Alors, on le voit surtout en créa, mais après, dans l'activité de tous les jours, pensez à animer votre Google My Business. Donc, il y a des possibilités à l'heure actuelle sur l'évolution de rentrer des photos. Faites-le assez régulièrement. Vous verrez que votre référencement va venir. C'est des petits outils, c'est un outil qui est gratuit en plus. Donc, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Ça prend, on va dire, si vous le planifiez bien, une dizaine de minutes, un quart d'heure maximum par semaine. Et ça permet de communiquer aussi avec vos clients en répondant aux avis et en mettant, par rapport à certaines catégories d'entreprises, je ne dirais pas un chat, mais au moins des questions-réponses avec vos clients. Les pages Facebook, c'est pareil. Soit de la créer, soit de l'optimiser. Beaucoup de gens qui ont créé leur profil, leur page pro et qui ne les abondent pas. C'est très gênant. À l'heure actuelle, c'est à minima 1 à 2 parutions par semaine, si vous voulez être crédible. Ça vous aide aussi à faire référencer votre site internet. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si vous avez un positionnement Facebook intéressant, ça arrive à remonter au niveau du référencement de votre site web. Donc, éventuellement, si vous avez un projet, moi je suis à votre disposition. Alors, je ne me substitue pas aux prestataires de services, c'est-à-dire que je ne vais pas vous aider à faire un site internet. Je vous le dis de suite. Il y a des gens qui font ça très bien. Je peux éventuellement vous aider à mettre en place un cahier des charges, que ce soit pour la création ou la refonte d'un site internet. On fait un diag, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas, on fait un cahier des charges, on va voir le prestataire avec lequel on avait l'habitude de travailler, ou on peut en changer si vraiment le courant ne passe pas. Ça permet d'avoir un œil extérieur et un tiers qui a une vision neutre, entre guillemets, et qui n'a rien à vendre. Si vous avez quelques questions, j'ai dû être assez long, là. Je suis débordé d'un petit quart d'heure. Oui, je vous écoute. Moi, je suis là dans le métier, je suis consultant en stratégie digitale. Et je suis juste à côté, donc je suis en voisin, c'est pour ça que je me suis permis de dire. Je suis à 1000% d'accord avec vous. Donc déjà, ça commence bien. Si je peux me permettre, le problème, c'est qu'on se focalise trop sur le site web. D'une façon générale. Le site web, c'est très bien. Il y en a qui partent en vrille partout et le flag est très très bien fait. La seule chose, c'est que si on ne met pas en place une stratégie digitale en amont, ça ne sert strictement à rien. La stratégie digitale, ça ne veut pas dire un paquet de 1000 pages, etc. Il faut l'adapter aux besoins de chaque entreprise, que ce soit l'agriculteur qui vend des asperges à celui, la PME, qui doit attaquer le marché international. Il faut mettre en place une stratégie digitale. La stratégie digitale, elle va vous dire, alors moi je m'occupe que de la partie web, marketing, pas de la partie transformation numérique, des logiciels de production, etc. Mais l'avantage d'avoir une stratégie digitale, c'est que l'on va aborder quel est mon marché, là les fameux personas dont vous parliez tout à l'heure, à qui je m'adresse, et tant qu'on ne sait pas à qui on s'adresse, c'est pas la peine de faire un site internet, où je vais trouver mes visiteurs, mes futurs visiteurs, où est mon marché, est-ce qu'il est régional, national, international, et une fois que j'ai où je sais les trouver, je vais voir quels sont les outils, les moyens, en fonction de mes ressources, qui vont me permettre de faire venir des gens sur mon site. Moi j'entends des pubs à 40 € par mois, à la Poste ou ailleurs, ou Orange, faites votre site, essayez, j'ai envoyé le marché mondial. C'est de la blague, vous perdez 40 €.
que ce soit la poste, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ce sont des métiers, ça peut aller très très vite, très loin au niveau budget, mais le gros avantage du numérique, c'est que l'on peut l'analyser, et c'est peut-être une chose, peut-être je me permets de l'insister, c'est qu'on a des retours tout de suite en analyse. Vous avez une comptabilité, est-ce qu'une entreprise pourrait, vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous pouvez ne pas avoir de logiciel de comptabilité, voire un expert comptable? Non. Donc il est intéressant d'avoir un logiciel qui va analyser le numérique, ça s'appelle de la web analyse, ça s'appelle, etc., qui vont vous permettre de savoir que là, j'ai mis en action aujourd'hui une campagne, demain, je sais les retours qu'il y a sur cette campagne. Et c'est ça qui est très intéressant avec le numérique, c'est qu'on va avoir des résultats tout de suite, positifs ou négatifs, mais on les aura tout de suite. Et donc je reviens sur ma stratégie, quand on ne sait pas à qui s'adresser, une fois qu'on sait à qui s'adresser, comment, en fonction de mes budgets, mes ressources, je vais pouvoir faire venir des gens sur mon site, on va savoir qu'on va taper peut-être sur du réseau social, mais le réseau social, très justement, comme vous le disiez, c'est pas anodin. Il y a un métier qui s'appelle le traffic manager, je ne sais pas en français, pardon. Oui, ça peut être du créateur de contenu, ça peut... voilà, qui est un métier à part entière, et qui ne souffre pas, comment dire, il faut être professionnel, d'amateurisme. De toute façon, on va vers de l'hyper-professionnalisation. Vous parliez d'analyse de chiffres et de remontée. Si on va chercher de nouveaux outils Google Analytics, je fais une aparté, mais si vous n'êtes pas dans la partie, vous serez incapable d'aller analyser ce qu'on appelle, moi, ce qu'ils appellent les data, mais c'est des données pour moi. Et donc là, vous êtes obligé de pratiquement faire appel à un prestataire externe. Ce qui est dommage. Comme un comptable, vous avez une comptabilité. Est-ce que c'est vous qui faites votre comptabilité? Est-ce que vous faites appel à un expert comptable? Lorsque je vais décider d'acheter une machine-outil, d'investir, d'embaucher, qui j'appelle en premier? L'expert comptable. Est-ce que j'ai le moyen de le faire? L'outil d'analytics qui va superviser tout ça va vous donner exactement le même type d'information, voire plus rapidement, sûrement, et de façon beaucoup plus précise. Mais là aussi, soit je sais le faire, ce qui n'est pas impossible, ça peut tout à fait, c'est plus simple que de faire de la compta, mais il y a des web analystes, il y a des prestataires qui peuvent tout à fait analyser pour vous. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. La formation, et surtout pour réussir une transformation numérique, mais vous l'avez encore dit, c'est le plus difficile, c'est de sensibiliser et de convaincre en haut, le dirigeant. C'est ça. Après, ça va tout seul. Après, une fois que... Bon, je veux faire un... Et les bons intervenants. Voilà. Mais c'est qu'une question, entre guillemets, de sémantique. C'est une question de langage. Moi, j'ai trop connu, je fais partie d'une commission d'évolution de logiciels de gestion pour des entreprises de distribution, et on se parlait entre le service informatique qui développait le logiciel et les utilisateurs finaux, qui étaient des salariés et des chefs d'entreprise. On ne se comprenait pas. Donc il faut faire l'interface à un moment donné. À l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux, entre guillemets, parce que les gens, il y a de l'information qui circule, il y a des mots qui, même si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, tac, vous l'avez entendu, vous en avez entendu parler, la personne en face, logiquement, elle est là pour vulgariser aussi son discours, on ne peut pas rester enfermé. Je fais juste des guillemets, la comparaison avec les experts comptables. Alors, pour moi, un expert comptable, c'est un historien de l'entreprise. Il est toujours avec 6 mois de retard, au mieux 1 mois de retard quand il fait des déclarations de TVA mensuelles. Il vit un peu dans le passé. Mais sauf qu'il est là, il a une principale mission, il a des lettres de mission, comme on appelle. Il est là pour tenir votre comptabilité. Si vous lui demandez du conseil, c'est une lettre de mission supplémentaire. Vous lui demandez de gérer vos fiches de paie, c'est encore une autre mission. Et à chaque fois, on met de l'argent en face. C'est une prestation. Vous présente un devis et vous l'acceptez ou pas. Dans le numérique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de partir avec la Rolls si vous n'êtes pas pris. Donc il vaut mieux partir avec un petit outil. Ça va vous coûter 40 balles par mois sur l'année. Vous multipliez, c'est 480 €. C'est pas la mer à boire et ça vous permet de commencer à mettre les doigts dedans.
Vous voulez évoluer, votre chiffre d'affaires évolue, vos moyens financiers évoluent, hop, on évolue, on passe un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce n'est pas des missions, là, mais c'est des clusters de plus, c'est-à-dire des outils complémentaires qui vont améliorer à chaque fois, comme disait fort justement M. Terriès, de mémoire. Pardon? Terriès? Non, Oui. non, Jean-François. D'accord. Entre guillemets, de faire appel de temps en temps à un prestataire pour être accompagné sur le démarrage, même après si vous avez la formation et vous pouvez le gérer vous-même, n'oubliez pas de temps en temps y revenir parce que le numérique a la particularité d'être très chronophage, c'est-à-dire que vous êtes en veille permanente. C'est-à-dire que moi, entre le discours que je vous tenais il y a 6 mois en février et maintenant, c'est plus le même. C'est plus